Allez, super, c'est parti. Donc, bienvenue à tous pour ce live spécial brevet entraînement au brevet de maths et de français. Donc, vous me connaissez sans doute pour la plupart, je m'appelle Coralie, je suis professeure de français, de lettres, en collège, en lycée, et puis aussi pour les grands, pour les adultes qui préparent des concours très compliqués. Là, aujourd'hui, je m'adresse à vous, les collégiens, donc les élèves de troisième, pour vous aider à mettre toutes les chances de votre côté pour vraiment cartonner au brevet, hein. Et moi, il n'y a pas de juste milieu, c'est on cartonne tout de suite. On va avoir une super note ensemble. Et donc, je vais commencer par vous montrer des petites choses. Alors, notamment, on y va, hein, ça y est, on attaque dans le gras. Je vais pas vous mettre un texte de brevet parce que le temps qu'on le lise et tout, bah, ça va prendre du temps. Donc, on imagine, il y avait le texte, vous l'avez lu. Moi, je vais vous montrer, en fait, les élèves au niveau des questions de compréhension. Peu importe les questions que vous avez, peu importe le texte sur lequel vous tombez, il y a des techniques à côté desquelles vous ne devez pas passer, des stratégies pour avoir les points. J'espère que vous voyez tous à l'écran les questions. Vous voyez bien dans le chat, hein, n'hésitez pas à dire s'il y a un bug, vous ne voyez pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Si vous avez des questions, hein, vous n'hésitez pas, hein, j'ai l'œil aussi sur le chat en même temps. Les questions de compréhension. Une première chose à faire, j'imagine que peut-être vous le savez, mais vraiment j'insiste sur les points importants. Premier conseil, c'est de regarder le nombre de points entre parenthèses. Premier conseil, faire attention au nombre de points entre parenthèses. Pourquoi? Vous n'avez que 1h10 le jour du brevet pour répondre aux questions de compréhension sur le texte et aux questions de grammaire. 1h10, c'est extrêmement court. Déjà, il faut le temps de lire le texte et après, il faut répondre à toute une série de questions. Vous allez être stratégique, évidemment, les élèves. Vous allez mettre plus d'efforts et plus de temps sur les questions qui valent le plus de points. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que les petites questions sur 2 points, comme la question ici 4A, on va la négliger. Ben non, 2 points, c'est bon à prendre. Mais ne passez pas trop de temps sur des petites questions. En revanche, eh bien, portez vos efforts sur les questions qui valent beaucoup de points. Par exemple, la 5 et la 6. Des questions qui valent beaucoup de points, ce sont des questions au-dessus de 4 points. Vous voyez, à partir de 4 points, bah là, il y a des points à gratter. Donc, il faut passer du temps sur ça. Ça, c'est mon premier conseil. Passez plus de temps sur les questions qui valent un max de points. Et évidemment, il faut être stratégique. Mon deuxième conseil, c'est de bien lire les consignes. Faire attention aux petits détails dans les consignes, dans les questions. Par exemple, quand on vous demande de justifier votre réponse avec le texte, quand on vous dit de prendre appui sur le texte, comme ici la question 1, la question 2, la question 3. Alors là, c'est le signal comme quoi vous allez devoir citer des exemples issus du texte. Ça veut dire que dans votre réponse, on va devoir trouver des guillemets et le numéro de la ligne de votre exemple entre parenthèses. Donc attention à la présentation des exemples. On n'oublie pas les guillemets, on n'oublie pas le numéro des lignes ou des vers. Attention, si c'est un poème, ce sont des vers, hein, entre parenthèses. C'est tout bête, mais si vous oubliez de citer le texte à l'appui, vous n'avez pas répondu à la question de manière intégrale, et donc vous allez perdre des points. Par exemple, sur 4 points, si vous n'avez pas cité précisément le texte, on va peut-être vous donner que la moitié des points. C'est vraiment dommage. Donc faites bien attention, dès qu'on vous demande de vous appuyer sur le texte, de justifier votre réponse avec le texte. Dès qu'il y a le mot texte en fait dans la question, vous allez chercher des exemples. Les exemples, vous allez bien les mettre en valeur avec les guillemets, le numéro des vers ou des lignes entre parenthèses. Et si jamais vous donnez plusieurs exemples à la suite, vous mettez une virgule entre les exemples. D'accord? C'est hyper important. C'est vraiment des petits détails, hein, là que je vous donne, mais ça va vous faire gagner des points. Un autre conseil, tout bête, mais je vous assure que moi qui ai été correctrice du brevet pendant 10 ans, on enlève des points aux élèves qui ne reprennent pas la question pour répondre. Reprendre la question pour répondre. En gros, vous ne pouvez pas répondre à une question en disant car blablabla. Bah non, vous devez reprendre la question. Par exemple, question 2. Quel sentiment éprouve le jeune garçon dans ce texte? Ben, vous devez dire, le jeune garçon dans ce texte éprouve des sentiments amoureux, des sentiments de je sais pas quoi.
Reprenez vraiment les éléments de la question, je vous assure que sinon on enlève des points. Regardez bien aussi le nombre d'éléments de réponse qu'on vous demande. Alors, pas toujours, mais regardez la question 5, on vous demande de donner 2 éléments de réponse. Alors, si c'est 2, bah, ça ne veut pas dire un ni 3. Ne perdez pas de temps à donner plus d'éléments de réponse qu'on ne vous demande. Et en tout cas, faites bien attention, si c'est 2, bah, il faut bien respecter les 2 éléments attendus. Sur 6 points, on va vous donner 3 points pour chaque élément. Donc si vous n'en donnez qu'un seul, bah, vous voyez que déjà vous perdez la moitié des points. Et enfin, mon dernier conseil, ce sera aussi de faire attention à certaines questions où on vous indique précisément dans quel passage du texte trouver votre réponse. Si on vous dit ligne 25-26, c'est pas les lignes 12 ou les lignes 32, vous voyez? Il faut vraiment bien vous concentrer sur le morceau, le tronçon de texte sur lequel on vous oriente. Les questions de compréhension valent plus de points que les questions de grammaire. Maintenant, je vais passer à la grammaire. Donc déjà, si sur ce point-là, vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire là dans le chat. Le but, c'est que voilà, j'aille un petit peu vite pour vous donner un aperçu, une espèce de panorama complet du brevet de français. Si ça va un peu vite, n'hésitez pas à me poser des questions. Les questions de compréhension sur le texte, elles valent beaucoup de points, beaucoup plus que la grammaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger la grammaire, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que sur 1h10, ce sont clairement les questions de compréhension qui vont vous prendre du temps. Les questions de grammaire, hop, je descends. Je vous ai mis plusieurs exemples, on va peut-être pas toutes les faire, il y en a beaucoup, c'est juste pour vous montrer certaines petites choses. La grammaire, vous voyez, c'est 18 points, c'est quasiment moitié moins de points que la compréhension. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas faire la grammaire, ça veut dire qu'il faut aller plus vite. Alors aller plus vite, ça ne veut pas dire bâcler, se précipiter et faire à l'arrache. Ça ne veut pas dire ça. Aller plus vite, ça veut dire qu'en gros, la grammaire, c'est vous savez ou vous ne savez pas. C'est un peu mathématique, La grammaire, c'est la mathématique des mots. En gros, une question, une réponse, on sait, on ne sait pas. Mais il n'y a pas à réfléchir un quart d'heure sur une question, vous voyez, qui vaut 2 points. Il faut vraiment que, voilà, ça aille vite dans votre tête, la grammaire. Je redémarre mes conseils à zéro. Pour la grammaire, révisez, ne faites vraiment pas l'impasse sur ces 4 choses au programme. Programme de grammaire. D'abord, je vous donne des conseils, après on corrige les questions. Les natures et les fonctions grammaticales. Alors ça, c'est sûr, vous aurez une question sur ça. Soit une question sur la nature, soit une question sur la fonction grammaticale, soit les deux. Ne faites pas l'impasse sur ça. Nature et fonction grammaticale, révisez-les bien. Surtout, ne confondez pas les deux. Faites-vous un tableau, d'un côté les natures, les classes grammaticales, c'est pareil, de l'autre les fonctions. Vous apprenez par cœur ce petit tableau de 2 colonnes, pour ne pas confondre nature et fonction. Alors justement, je vais faire un petit peu de tri. Je vais vous orienter sur la question 8 qui est ici. Est-ce que tout le monde vous voyez bien? Je vous fais un grand coup de laser. Vous pouvez réfléchir un peu à la question pendant que je suis en train de la lire. Au vers 3, je t'ai cherché à l'aube et je t'ai perdu à midi. Donnez la fonction de à l'aube. Et une question très classique, on vous demande de nommer et d'expliquer une manipulation qui vous a permis de justifier votre réponse. Je vous laisse un tout petit peu réfléchir. S'il y en a qui ont le goût du risque, vous pouvez d'ailleurs même suggérer votre réponse dans le chat. Vraiment, n'hésitez pas. Donnez la fonction de à l'aube. Alors c'est très classique comme question, là il n'y a vraiment rien de surprenant. Allez, vous avez peut-être déjà la réponse. Il s'agit de un complément circonstanciel. Et vous devez préciser quelle circonstance est exprimée. De temps. Je t'ai cherché à l'aube. Ça exprime le moment, le temps. Ok? Attention, vous n'écrivez pas en abrégé. Moi, j'aime bien écrire complément circonstanciel CCT, CC de temps. Surtout pas d'abréviation. Évidemment, vous faites une phrase pour répondre. La fonction de à l'aube au vers 3, vous mettez bien les guillemets, etc. Et complément circonstanciel de temps. Comment est-ce que vous savez que c'est un complément circonstanciel? Alors, les compléments circonstanciels, on peut faire 2 choses avec. On peut les déplacer, ils sont déplaçables et on peut les supprimer également.
Comment est-ce que vous l'expliquez ça? Alors vous dites, eh bien, voilà, je peux supprimer, je peux déplacer le complément circonstanciel. Moi, je vous conseille de recopier la phrase en déplaçant le complément circonstanciel ou en le supprimant. Vous voyez? Comme ça, ben, vous faites la démonstration mathématique, hein, vous faites la démonstration de votre réponse. Vous réécrivez la phrase en changeant à l'aube de place. Vous pouvez dire à l'aube, je t'ai cherché. Ou alors vous supprimez je t'ai cherché et je t'ai perdu à midi, par exemple. Pas de question pour l'instant. La fonction grammaticale, un grand classique. Je vais sur un autre sujet que j'ai trouvé particulièrement intéressant, ici, où là, la question 9. Vous la voyez, la 9 ici? La 9, hop, là, c'est plutôt la nature, la classe grammaticale d'un mot, à la ligne 6, le mot instinctivement. Alors même sans avoir lu le texte, hein, on peut répondre à cette question. Pareil, je vous laisse un peu réfléchir. Quelle est la nature de instinctivement? Tic-tac, tic-tac. Allez, je réponds vite fait. Un adverbe. Instinctivement. C'est un adverbe. Comme beaucoup de mots qui finissent par ment, mais attention, il y a plein de mots qui terminent par ment qui ne sont pas des adverbes. Si je dis un régiment, par exemple, eh ben, un régiment, c'est un nom commun. Donc attention, c'est pas parce que ça finit par ment que c'est un adverbe. Un adverbe, vous savez, c'est un mot invariable, on peut le supprimer. Il permet d'exprimer la manière, par exemple, comme ici. Par instinct, on peut remplacer, voilà, on peut dire par instinct. Bon, voilà pour ces deux petites questions. Vous voyez, elles n'étaient pas très compliquées, mais c'est des grands classiques pour le brevet, les natures et les fonctions grammaticales. Ça va, ça va? Révisez bien toutes les autres, hein. Les COD, les COI, les attributs. Révisez bien toutes les classes grammaticales aussi, les prépositions, les adjectifs, les déterminants, les pronoms. Attention, moi je dirais mention spéciale pour les pronoms et les déterminants. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de sous-classes grammaticales. Vous savez, les pronoms, vous avez les pronoms personnels, indéfinis, relatifs, interrogatifs. Pareil pour les déterminants. Attention à bien réviser, ce sont les deux grosses classes grammaticales que je vous conseille de réviser avec beaucoup d'attention. Deuxième chose au programme, les propositions subordonnées. Alors globalement, c'est la phrase complexe, le nom de la leçon. Les propositions subordonnées, ça vous fait un petit peu peur. Et pourtant, je vous assure, c'est pas si compliqué que ça. En plus, mauvaise nouvelle pour vous, les subordonnées, elles vont vous poursuivre jusqu'au lycée parce que c'est au programme du bac, la subordination. Donc, faut bien vous accrocher et bien comprendre la base, hein. On va pas vous demander quelque chose de très compliqué, vraiment la base. Les subordonnées. Alors, ben justement, regardez, dans ce super sujet, la question 10, vous la voyez bien? Vers 19. Un soupir dont j'étais absent. On vous demande de recopier la phrase suivante et de mettre entre crochets la proposition subordonnée. On vous demande ensuite sa nature exacte. Bah oui, parce que les subordonnées, elles ont une nature et une fonction. Révisez bien les natures et les fonctions des subordonnées. Alors, je peux vous laisser tout petit peu le temps de la réflexion. Cherchez la subordonnée dans un soupir dont j'étais absent. Allez, moi je me munis de mon crayon. Une subordonnée, on la repère d'abord parce qu'il y a un verbe. Première technique, il n'y a pas de proposition sans verbe. Peu importe la proposition, hein, principale, indépendante ou subordonnée, elles ont un verbe et leur sujet. Premier critère. Donc moi je vous conseille de repérer d'abord les verbes. Un soupir dont j'étais absent, là j'ai un verbe. Un verbe, ça veut dire que autour de ce verbe-là, je vais pouvoir construire une proposition. Les propositions subordonnées, on les reconnaît à quoi? Elles ont un mot subordonnant. Alors, pas toutes, sauf les infinitives et les participiales. Révisez bien celles-là si ça vous dit rien qu'elles vous font un peu peur. Révisez-les bien, elles n'ont pas de mot subordonnant, mais 90% des subordonnés ont un mot subordonnant. Les mots subordonnants, on les range en plusieurs catégories. Il y a les pronoms relatifs,
il y a les conjonctions de subordination. Vous pouvez apprendre par cœur la petite liste de pronoms relatifs et quelques conjonctions de subordination. Il y en a beaucoup, mais vous pouvez les apprendre par cœur. Parce qu'après, eh ben, quand on les a appris par cœur, ces petits mots, en un coup d'œil, on voit que dont, c'est un mot subordonnant. Comment je le sais? Parce que je l'ai appris par cœur. Je sais que dont, c'est un pronom relatif. Alors, là où il y a le mot subordonnant, commence la subordonnée. J'insiste, hein, ça ne veut pas dire que la subordonnée, elle commence avant le mot subordonnant ou après, hein, elle commence au mot subordonnant. Donc vous voyez que de savoir retrouver le mot subordonnant, ça vous donne le point de départ de votre proposition subordonnée. Dont j'étais absent. Ben, on va au bout de la phrase, on inclut le verbe à l'intérieur, très important. Et là, eh bien, j'ai mis entre crochets ma proposition subordonnée. Ça va pour l'instant? Pas de questions dans le chat? S'il y en a, n'hésitez pas, hein. Et alors, la nature des subordonnés. Alors, la leçon, elle est un peu longue, donc là, je ne vais pas vous faire toute une leçon hein, sur les subordonnés. Mais ici, on a comme nature une proposition subordonnée. En fait, j'ai un peu donné la réponse. J'ai dit que dont, c'est un pronom relatif. Alors, la subordonnée est relative. Voilà. Pronom relatif introduit une subordonnée relative. Voilà la nature de la proposition subordonnée. Des natures, il y en a d'autres. Vous avez aussi, vous savez, les complétives, les circonstancielles. Révisez bien les natures si jamais ça vous fait un peu peur. On ne vous le demande pas, mais si on vous avait demandé la fonction de dont j'étais absent, eh ben, les relatives, elles sont complément du nom. On peut dire aussi complément de l'antécédent. On peut dire aussi encore épithète. Trois choses-là sont acceptées. Ça, c'est la fonction des subordonnées relatives. Mais une fois de plus, on ne vous demandait pas ça dans la question, hein. Donc pas la peine de le préciser, c'est juste moi pour vous montrer. On peut faire la question 8 du sujet d'à côté, si vous voulez, parce qu'il y a aussi de la subordonnée. Lorsqu'il ne resta au fond du panier que quelques fraises, elle me le rendit. Alors pareil, il faut mettre entre crochets la subordonnée. Allez, pour celle-là, malheureusement, je ne vous laisse pas réfléchir parce que le temps tourne et je surveille l'heure. On repère les verbes conjugués resta et rendit. J'ai deux verbes. Je repère le mot subordonnant parce que je les ai appris par cœur et je sais que lorsque c'est une conjonction de subordination. Alors, où il y a mot subordonnant, il y a proposition subordonnée. Je vais arrêter mon crochet en incluant le verbe entre les crochets. Je vais m'aider de la virgule. La virgule me permet de savoir que là, j'ai une subordonnée. Le morceau qui reste, elle me le rendit, c'est ce qu'on appelle la proposition principale. Vous savez qu'une subordonnée est toujours accompagnée d'une principale. La principale, elle ne m'intéresse pas, je la mets en gris. J'ai répondu à la première consigne. Et là, vous voyez bien qu'on me demande maintenant la fonction de la subordonnée. C'est pas la nature, hein. La nature, c'est relative, complétive, circonstancielle. Là, c'est pas ça. On me demande la fonction. Vous voyez, donc révisez bien nature et fonction. Alors, la fonction de celle-là, c'est d'être. C'est d'être quoi? Complément. Circonstanciel. De temps. Le fameux CCT que vous écrivez en entier, hein. Complément circonstanciel de temps. Et comme d'habitude, on va vous demander de prouver hein, avec une manipulation que c'est un complément circonstanciel. Eh bien, comme tout à l'heure, vous vous rappelez, c'était la même question. On peut supprimer, on peut déplacer le complément circonstanciel. Donc, on recopie la phrase en mettant la proposition derrière, par exemple. Elle me le rendit lorsqu'il ne resta au fond du panier que quelques fraises. Ou bien, bah, vous supprimez la circonstancielle et vous voyez bien que la phrase fonctionne très bien sans. Voilà pour les subordonnées. Deuxième point du programme, hyper important. Ça va toujours? Allez, je fais vite. Deux points encore importants, enfin un très important et un peu plus facile. C'est les valeurs des temps. On appelle ça aussi les emplois. Présente vérité générale, imparfait de description. Vous savez ça, là, cette leçon qui est toujours un peu fragile en principe en collège.
eh bien, vous pouvez avoir une question sur ça le jour du brevet. Je vous garantis pas que vous en aurez forcément une, mais ça peut tomber comme, regardez là, la question 9. Au vers 4. Tu n'étais nulle part où j'arrive. Donnez la valeur du présent dans ce vers. Alors le présent, faut pas confondre, hein, il est là, hein, c'est j'arrive. Été, c'est de l'imparfait. Donnez la valeur du verbe au présent dans cette phrase, dans ce vers. J'arrive. Alors pareil, je vous laisse un tout petit peu réfléchir. On a un indice en fait, on a un verbe au passé avant, un verbe à l'imparfait. Et tout d'un coup, on passe au présent. Allez, je pense que vous le connaissez, ce présent. Vous savez, quand on est dans un récit au passé et puis tout d'un coup, on va passer eh bien, au temps du présent, c'est le présent de narration. Présent de narration. Bon, c'est un exemple de valeur du présent parmi tant d'autres. Faites donc bien attention à bien réviser ce point-là. Ici, présent de narration. Répondez bien à la question en reprenant les mots de la question. La valeur du présent dans ce vers est un, même si c'est long, on sait, mais il faut vraiment reprendre la question, un présent de narration. Voilà, pas besoin de justifier, hein, ça vaut un point, on répond tout simplement et on passe à autre chose, gagner du temps sur la grammaire. Hein. Voilà. Et enfin, le dernier point à réviser, c'est la formation des mots. Alors ça, c'est facile en principe, vous savez, c'est les préfixes, les suffixes, le radical. Vous aurez sans doute une question dessus. Je reprends là ce sujet-là, la question 9. Vous voyez le nom là, instinctivement. Eh bien, on vous demande d'expliquer la formation. Alors parfois, on peut aussi vous dire de commenter la construction du mot. Construction, formation, c'est pareil. Voilà. Eh bien, dans instinctivement, on a le radical instinct, look, comme ça. Et puis après, vous avez un suffixe ement, veement, qui permet là de créer un adverbe. Donc, vous répondriez en disant, voilà, on a le radical. Le radical, vous pouvez mettre un petit crochet derrière, dire instinctive. Comme ça, pardon, c'est instinctive, le radical, avec un petit crochet derrière, un petit tiret. Et après, on a un suffixe, c'est ement, et vous remettez le petit crochet au début, vous voyez? Voilà. Révisez bien les préfixes et les suffixes. Et après, on vous dit de trouver dans le texte un mot de même nature. Alors, même nature, ça veut dire même classe grammaticale. Donc, en gros, faut trouver un autre adverbe dans le texte. Attention, ne confondez pas un mot de même nature avec un mot de même famille. Ça, c'est très courant comme consigne au brevet. Un mot de même famille, c'est un mot qui a le même radical. Instinctif, par exemple, c'est un mot de la même famille que instinctivement. Donc ne confondez pas même nature et même famille. Voilà, on a fait le tour pour les questions de grammaire. Après, vous avez la classique réécriture. Lisez bien la consigne, hein, ça vaut quand même 10 points les réécritures. Hein. Franchement, c'est 10 points, il y a moyen de gratter des points là. Hein. Faut remplacer je par nous. Par exemple, ici, dans cette réécriture, faites bien attention au temps de conjugaison, aux terminaisons des verbes. Faites attention aux pronoms, aux déterminants. Voilà, relisez-vous bien. Hein. Le futur de l'indicatif pour cette réécriture-là. Mon conseil pour la réécriture, ce serait de bien réviser toutes vos conjugaisons. Car très souvent, on vous demande de changer de temps de conjugaison ou alors on vous demande de changer de pronom. Et donc en changeant de pronom, vous allez changer les terminaisons des verbes. Donc mon conseil pour les réécritures, c'est réviser toutes les conjugaisons. Vous avez un super site pour ça, c'est Ortholude. Ortholude.com.fr, je sais plus. Ortholude. Voilà, voilà. Il me reste 5 minutes pour finir et ensuite laisser la place et la parole à Marie. Est-ce que ça va toujours? Je vois aucune question dans le chat. Bon, peut-être qu'elles vont venir après. Je passe maintenant à la dictée. Alors la dictée au brevet, elle est hyper importante parce que, pareil, il y a quand même pas mal de points à prendre dessus. La dictée, moi, ce que je vais vous donner comme conseil, c'est quand vous allez vous relire, quand les profs vous disent relisez-vous. Alors souvent, les élèves, ils ont très envie de se relire, mais ils savent pas par où commencer. Moi, je vais vous conseiller 4 étapes de relecture dans votre dictée, mais j'ai envie de dire, ça vaut pour toutes les matières où vous devez rédiger. En histoire géo, même en maths.
la rédaction du brevet en français, dans toutes les matières où vous rédigez, c'est-à-dire en fait partout à l'école, il faut toujours rédiger en français, prenez le temps quand vous relisez votre copie de faire attention à 4 points importants dans votre copie. D'abord, vous allez faire attention aux accords, aux terminaisons des verbes. Ça, c'est le plus gros. C'est vraiment dans une dictée, une rédaction, ce que vous voulez, c'est ce qui vous coûte le plus de points. Les accords des verbes. Faites attention aux terminaisons. Faites attention notamment au temps composé. Vous savez, le passé composé, le plus que parfait, notamment avec les auxiliaires. Avec être, on accorde. Avec avoir, on n'accorde pas. Faites attention à ces verbes-là en particulier. Les verbes. Deuxième point où vous perdez, enfin deuxième chose sur laquelle vous perdez le plus de points en dictée, c'est les noms et les adjectifs. En gros, ce qu'on appelle le groupe nominal. Et oui, faites attention, imaginons si vous avez un adjectif au pluriel, bah, le nom doit être au pluriel aussi. Là, il faut bien vérifier vos pluriels. Un S ou un X, et les féminins, est-ce que vous avez bien mis un E? Attention, les accords se font, l'accord se fait dans l'ensemble du groupe nominal. Si vous mettez un S au nom, vous mettez un S à l'adjectif. Ça, c'est le deuxième point vraiment qui vous coûte voilà, le plus de points. Faites bien attention. Troisième chose sur laquelle portez votre attention, ce sont les homophones. Les homophones, ce sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui ne s'écrivent pas de la même façon, de la même manière. Notamment, il y en a plein en français. Le A avec accent, le OU, le EET, EST, le SE, SE. Je vais pas vous faire la liste, il y en a beaucoup trop. Ça vaut vraiment un max de points. Si vous faites des erreurs sur ça, relisez bien et isolez les homophones. Vous voyez que ces étapes, vous y allez vraiment progressivement. Vous allez relire votre dictée 4 fois s'il le faut, et à chaque fois, vous portez votre attention sur un point précis. Quatrième chose qui vaut beaucoup de points, ce sont tous les mots qui terminent par le son et ou est. Et ou est. Bah oui, parce qu'en français, alors ça c'est le cauchemar de tous les étrangers qui apprennent le français. Le problème des mots qui terminent par le son et ou est, c'est qu'on peut l'écrire de toutes les manières possibles. E, EE, ES, EES, ER, EZ, ET, AI, AIS, et je sais AIENT, et je suis certaine que j'en oublie encore. Donc faites très attention à tous ces mots qui terminent par le son et ou est. Demandez-vous comment vous l'orthographiez. D'accord? Ça, c'est vraiment les 4 étapes de relecture pour mettre toutes les chances de votre côté d'éliminer un maximum de fautes. Je dis pas que vous allez toutes les éliminer, mais c'est vraiment les 4 plus gros morceaux à appliquer dans tout type de rédaction, pas que dans la dictée du brevet de français. Bien, bien, bien. Et enfin, je termine par quelques conseils en matière de rédaction. Maintenant, je passe à la rédaction. Et Marie, j'ai fini dans les 3 minutes max, j'ai terminé. Rédaction. Vous avez le choix entre imagination ou réflexion. Prenez ce que vous voulez. Dans tous les cas, mon conseil, c'est au brouillon de passer, je dirais, sur 1h30 de rédaction. Passez bien 20 minutes au brouillon. C'est super important. Ne pensez pas que la rédaction, notamment d'imagination, on est inspiré par je ne sais quelle muse et que il n'y a pas besoin de réfléchir pour écrire, que ça vient sous la plume et qu'on peut tout de suite rédiger au propre. Non, 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 non. Au brouillon, passez un petit peu de temps pour organiser vos idées. Moi, je vous conseille d'organiser vos idées par paragraphe. Faites entre 3 et 4 paragraphes. Peu importe ce qu'on vous demande, que ce soit de l'imagination ou de la réflexion, essayez de penser à 3, 4 paragraphes dans chacun desquels vous allez avoir une idée bien précise. Vous organisez votre petit brouillon comme ça avec votre trame et après vous pouvez vous mettre à rédiger. Pour l'imagination, il y a des choses très classiques qui reviennent en rédaction d'imagination, notamment le fait d'écrire des lettres. Comme dans ce sujet, écrivez une lettre dans laquelle vous vous adressez à une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Révisez bien les formes un peu particulières comme les lettres, les scènes de théâtre
ou les articles de journal. On peut vous demander d'écrire un article de journal ou d'écrire une scène de théâtre. Et ça, bah, mine de rien, il y a plein de petites choses à savoir. Une scène de théâtre, notamment, il faut écrire le prénom du personnage avant sa réplique, vous savez? Un article de journal, il y a une présentation, il y a un titre, il y a un chapeau, et après, il y a le corps de votre article. La lettre, il faut indiquer le lieu, la date à laquelle vous avez écrit cette lettre fictive. Donc revoyez bien ces trois choses-là parce que la présentation est quand même assez particulière. Enfin, ne passez pas à côté de la consigne, hein. En dessous, on vous dit, vous lui expliquerez ce qu'elle représentait cette personne pour vous, vous exprimerez vos sentiments. On va vous juger, évidemment, vous notez sur la forme, mais surtout sur le fond de votre rédaction. Donc ne passez pas à côté de ce qu'on vous demande dans la consigne. D'accord, d'accord? Et puis on peut aussi vous demander de raconter une scène de rencontre du point de vue d'un personnage. Donc là, vous voyez qu'on vous demande de faire un récit avec de la narration. Et attention, qui dit narration dit peut-être dialogue. Revoyez bien la présentation d'un dialogue. Il y a une question de guillemets, de tirets, de verbes de parole. Attention, si vous intégrez des dialogues, révisez bien ça parce que ben, les dialogues, des fois, on les présente un peu n'importe comment et c'est pas hyper convaincant au final. N'écrivez pas que du dialogue, hein. Mon conseil, alternez entre narration et dialogue. Et là, vous aurez un chouette texte au final. Pour la réflexion, allez, encore une minute et j'ai fini. Pour la réflexion, vous allez avoir deux types de sujets, deux types de questions. Par exemple, celle-là. Les œuvres d'art nous aident-elles à mieux comprendre ce qu'est l'amour? On a envie de répondre oui d'un côté et non de l'autre. Plus tard, quand vous serez au lycée, vous apprendrez que on appelle ça un plan dialectique. Quand vous avez une question comme ça, eh bien, il va falloir vous forcer à penser oui et à penser non. Même si de votre côté vous pensez oui à 1000%, eh bien, vous allez quand même devoir faire l'effort de vous ouvrir un peu l'esprit et de penser non, même si vous ne le pensez pas. Au lieu de dire oui et non, on peut dire aussi peser le pour et le contre. Donc, une question comme ça, il faudra donner des arguments qui vont dire oui, les pour. Oui, les œuvres d'art nous aident à mieux comprendre ce qu'est l'amour. Et des arguments pour dire que, ben, pas vraiment. L'art ne nous aide pas à mieux comprendre ce qu'est l'amour. Au contraire, les œuvres d'art rendent l'amour plus compliqué encore. Bon, j'en sais rien. Il faudra réfléchir à des arguments, mais il faut penser au pour et au contre. Ça va vous permettre justement de nuancer votre opinion et vous allez gagner des points en faisant ça. Autre type de sujet de réflexion, selon vous, pourquoi de nombreux écrivains racontent-ils la période de l'enfance? Bien là, vous voyez bien qu'on ne vous demande pas de dire oui, les écrivains racontent la période de l'enfance, non, les écrivains ne racontent pas la période de l'enfance. On ne vous demande pas de dire oui ou non, ni les pour et les contre. Là, on va vous demander en fait de justifier ce point de vue. Vous allez devoir développer sur 3 ou 4 petits paragraphes les raisons. En fait, il va falloir développer les raisons pour lesquelles on peut affirmer que les écrivains racontent la période de l'enfance, aiment raconter la période de l'enfance. Les raisons qui justifient la question de départ. Au lycée, on vous apprendra que ça s'appelle un sujet, un plan thématique. Donc regardez bien comment votre question est tournée. Il y en a certaines, vous allez devoir peser le pour et le contre. Il y en a d'autres, il faudra développer plutôt les raisons qui justifient un point de vue qui est donné dès le départ. Ne mettez surtout pas votre prénom à la fin de la rédaction. Si c'est une lettre, vous mettez un faux prénom, un prénom fictif, le prénom du personnage qui écrit la lettre. En effet, c'est anonyme, hein, le brevet. Vous ne devez pas donner d'indice sur qui vous êtes. Surtout, vous ne mettez pas votre prénom. Moi, j'ai terminé. Marie, je sais pas si tu es encore là. J'ai fini. Si vous avez les enfants des questions dans le chat, alors surtout, vous n'hésitez pas, pendant que Marie fait les mathématiques, je peux vous répondre en même temps. Et pendant Alors, que Marie s'installe, eh bien moi, ouais, je vais ça y vous est. partager dans le chat les deux groupes WhatsApp pour les Ouais. parents, pour les élèves. Et je laisse la parole à Marie.
Voilà, voilà. Alors moi j'ai fait le contraire. Pendant que Coralie vous parlait, j'ai mis dans le Hmm. chat les deux groupes élèves et parents de maths. Et j'ai un petit doute sur le fait que tu puisses lire le chat, Je Coralie. ne vois rien du tout. Je pense qu'il y a un bug. Ouais, je vois pas Ah, du bah, tu as tout. eu deux questions. Alors, si tu Vas-y, veux, dis-moi. si vous pouvez expliquer les propositions subordonnées participiales, je crois, participiales, Participial. j'essaye de lire. Et l'autre, si tu peux donner la réponse à l'examen grammaire 9C sur la formation des noms, je crois. Sur la formation des noms, la question 9C. Elle est où la 9C? Alors, celle-là? Trouver dans le texte un mot de même nature. Je crois que j'ai répondu. Mhm. Bon, tu me diras s'il est... Et non, en effet, dans le chat, je ne vois rien. C'est très bizarre. Non, Donc, mais là, voilà, ouais. il y avait Ok. seulement ces deux questions. Et D'accord. non, il y avait aussi une question qui demandait si on envoyait, si après la leçon, on envoyait les brevets blancs, les exercices de brevets. Donc, j'ai répondu et je le redis à tout le monde. Dans les deux liens que nous vous donnons, Coralie et moi, nous allons vous envoyer les diaporamas, le lien pour le replay, j'imagine, et puis des petites astuces et conseils qui ont déjà été mentionnés par Coralie juste avant. Alors, Voilà. moi, je démarre pour Attends, je réponds vous. juste, Ah, Marie. Ah, bah vas-y, tant bah, pis. Bon, je répondrai après, sinon. mince, Attends. j'ai été Je trop réponds rapide. très très rapidement si ça t'ennuie Vas-y. pas à la Non, question sur les propositions participiales avant que j'oublie. vas-y. Les participiales, il faut repérer les enfants, les participes présents ou passés. Alors, une proposition déjà, ça m'étonnerait qu'on vous mette ça au brevet, hein. Mais si jamais ça tombe, ce qui m'étonnerait, honnêtement, parce que ça serait vraiment pas cool. Une proposition participiale, c'est une proposition qui contient un participe présent ou un participe passé. Comme si je vous dis les grilles fermant, virgule, les clients se sont précipités vers la sortie. Voilà. Eh bien, les grilles fermant, c'est une proposition subordonnée participiale. Deux critères pour avoir une subordonnée participiale. Un participe présent. On le reconnaît parce que ça finit par ant. Ou un participe passé. Et attention, très important, il faut que le participe ait son propre sujet. Ce sont les grilles qui ferment. Les clients se sont précipités vers la sortie, ça c'est la proposition principale. Les grilles fermant, c'est une participiale. Je vous donne un exemple si vous voulez de proposition infinitive. J'entends chanter l'oiseau. Eh bien, chanter, c'est un verbe à l'infinitif. Et donc, un verbe à l'infinitif, quand il a son propre sujet, hein, là c'est bien l'oiseau qui chante, alors je peux dire qu'ici j'ai une infinitive. Un verbe à l'infinitif avec son propre sujet. J'entends, c'est la principale et on s'en fiche un peu, c'est la subordonnée qui nous intéresse. Voilà, voilà. J'ai répondu vraiment express. S'il faut aller réviser ça, pareil, je vous indiquerai des sites internet ressources très pratiques pour réviser ces points-là du programme. Voilà, voilà, Marie, j'ai fini. C'est bon. J'ai Alors, fini. cette fois, je À partage ton tour. avec vous. Allons-y. Alors, je vous autorise mon open board. Alors, est-ce que vous m'avez? Coralie, je ne t'entends plus. Ouais, c'est bon? Alors, j'autorise. Hum, hum, hum. Alors, je n'arrive plus à vous partager, alors que techniquement, on était bien hier. Et aujourd'hui, je vous autorise, mais je crois que vous ne voyez rien. Tu me confirmes, Coralie? Alors, attends. Je vais sortir et je vais rentrer à nouveau. Je te laisse répondre à deux, trois questions et je rentre à nouveau par
Tu reprends l'animation, Coralie, une seconde? Ok, les élèves, on a eu un petit bug avec Marie. C'est bon, j'ai repris le contrôle. Marie revient. On va passer aux maths, hein, soyez patients. C'est bien, ça vous crée un peu de suspense comme ça. Alors, ça y est, Marie, normalement, elle a dû re-rentrer. J'ai aussi compris pourquoi j'avais pas eu vos questions dans le chat. C'est parce qu'elle s'adressait à Marie, qui était l'animatrice Zoom. C'est pour ça. Normalement, je pense que j'ai répondu à tout le monde. Alors, je vois que Marie est en courte participation. J'ai l'impression que ça rame peut-être un peu sur elle. Hop. Alors. Ok, alors maintenant vous pouvez m'écrire, tiens, dans le chat, hein, ça y est, j'ai accès au chat de nouveau. Si vous avez des questions, enfin, profitez-en tant que, voilà, Marie règle ses petits soucis de connexion. Hop, allez, je vais l'accueillir. Elle essaye de se connecter. Alors, les liens WhatsApp, ouais, je vais renvoyer les liens le WhatsApp. J'attendais juste de régler le problème avec Marie. Ouais, ouais. Je renvoie tout de suite les liens WhatsApp. Donc, lien pour les parents en premier, lien pour les ados en second. Est-ce que je donne encore des cours? Alors là, pour la fin de l'année, non, j'en donne plus du tout. Malheureusement, là, pour la fin de l'année, je suis complète, la tête sous l'eau. Malheureusement, pour cette année, c'est trop tard. Si l'an prochain, par contre, vous avez besoin d'aide pour la seconde, ah ben là, vraiment, n'hésitez pas. J'ai ouvert mes inscriptions. Et je commence à prendre des inscriptions, voilà, pour ceux qui sont intéressés. Je vous donnerai aussi mon site internet où j'affiche tout ce que je propose. Je propose des cours individuels, mais pas que. Voilà. Je vais laisser Marie faire sa présentation. Je vous parlerai de tout ça un peu plus tard. Pour pas qu'on perde de temps. Vas-y, Marie, du coup, normalement, c'est bon. Je coupe au
bon? J'ai le son aussi? Bon, On désolé, t'entend, mon micro. Voilà, super. c'est tout Petit bon. souci technique. Est-ce que tu as réussi à tout récupérer sur le chat, Coralie, les liens, tout va bien, tout Ouais, bon? ouais, c'est tout bon, c'est tout Alors bon. super. Je continue. Donc, j'ai découpé notre participation, les enfants et les parents, en 3 points parce que cette année, nous avons une nouveauté, nous avons des automatismes. Vous aurez 20 minutes d'automatisme. Comment ça va se passer techniquement? On va vous donner une première partie, partie 1, sans calculatrice. Vous aurez 20 minutes pour composer, en principe sur une douzaine de questions d'automatisme niveau collège. Ça veut dire que ce sont des automatismes acquis depuis la sixième. Et au bout de ces 20 minutes, votre partie automatisme, la copie automatisme sera ramassée et vous serez autorisé à sortir votre calculatrice pour la partie exercice. Pour la partie exercice, j'ai choisi de vous proposer géométrie et probabilité, qui sont un petit peu des classiques qui tombent très régulièrement. Les automatismes, j'en ai sélectionné 4. Je vous propose de démarrer tout de suite. J'ai essayé de panacher, de choisir un petit peu des questions classiques qui tombent, comme on dit. Donc d'abord, une décomposition en produit de facteurs premiers. On vous demande de décomposer 120. Alors tout de suite, ici, on n'a pas une composition en facteurs premiers, on a une addition. On écarte. Ici, on repère qu'on a un 15, 3 fois 5, pas de facteur premier, on écarte aussi. D'accord? Le principe du QCM, c'est on écarte et ensuite on sélectionne la bonne réponse. Donc, il ne nous reste plus que 2 fois 3 fois 4 fois 5 ou une composition de puissance. Ah, regardez, j'ai 2 fois 3, 6, 4 fois 5, 20. 6 fois 20, je retrouve bien 120, donc je sélectionne la réponse A et j'élimine la réponse C. Ensuite, un petit peu de géométrie dans l'espace, le volume d'une pyramide. Alors là aussi, fondamentalement, connaissez vos classiques, hein, les calculs d'air, les calculs de volume, les calculs de périmètre, révisez vos formules. C'est des points qu'on peut très facilement gagner le jour J. Ça rapporte des points. D'accord? Donc, le volume d'une pyramide, c'est un tiers de la hauteur fois l'aire de la base. Donc, j'ai un tiers. Ici, ma hauteur, c'est 12. C'est une base rectangulaire, donc j'ai 7 fois 4. D'accord? Un tiers de 12, c'est 4. Donc, j'ai 4 fois 7 fois 4. J'ai donc 28 fois 4. Je regarde un petit peu l'ordre de grandeur parce que vous vous souvenez que tout ça, ça se fait sans calculatrice. D'accord? 4 fois 28, on est proche de 4 fois 25, on est de l'ordre de 100. D'accord? En réalité, on est exactement à 112. C'est donc la réponse B. Je continue. Éventuellement, si vous avez des questions, vous faites comme avec Coralie, vous postez dans le chat et puis on prendra un petit temps pour répondre à la suite. Un petit peu de calcul littéral. Là aussi, vous aurez du calcul littéral, vous aurez des équations a priori de degré 1. Je conseille bien entendu de revoir vos produits remarquables. Ici, on reconnaît une identité remarquable. On a A carré moins B carré. D'accord? Donc, A, dans ce cas, ce serait 2x, puisque 2x au carré, j'obtiens bien 4x au carré, et b, ce serait 1. D'accord? Et donc, mon produit remarquable, c'est a plus b, facteur de a moins b. Je reconnais, est-ce que j'ai 2x plus 1 fois 2x moins 1? Oui, c'est effectivement la réponse A. D'accord? Les identités remarquables, vous en avez 3. Pensez à les revoir. Là aussi, c'est des formules qu'on apprend, tout comme les volumes et les airs. Ce sont vos gammes, si vous étiez des musiciens.
Une petite augmentation de pourcentage. Les pourcentages aussi, ça tombe forcément. Vous en aurez en automatisme. Vous pouvez en avoir également en exercice. Un article coûte 350 euros et son prix augmente de 20%. Quel est son nouveau prix? Pour déterminer le prix augmenté, je vais l'appeler petit a, je reprends le prix de base, c'est 350, et je vais avoir 20% d'augmentation. Donc 20% d'augmentation, le plus simple, c'est de calculer 10%. 10% d'augmentation, si je prends 10% de 350, je vais avoir 35. 20%, ça va être le double. Donc, je vais avoir 35 fois 2, je vais être à 70. 350, le prix de base, plus les 70 d'augmentation, je suis à 420. C'est donc la réponse A encore. On a fini pour les automatismes, c'était juste un avant-goût, hein. Vous en aurez 12, on ne peut pas en traiter 12 pour avoir une petite idée ensuite des autres exercices aussi et rester dans un délai un petit peu acceptable. Je vous propose encore un peu de géométrie. D'accord? Donc voici un exercice qui ressemble beaucoup au premier sujet de brevet qui est tombé en Amérique du Nord cette semaine. C'est une configuration un petit peu similaire. Si vous regardez un petit peu, on reconnaît une configuration que moi j'appelle papillon. D'accord, hein, on reconnaît deux triangles opposés par le sommet, deux droites qui ont l'air d'être parallèles. Donc, on imagine qu'on va traiter du Thalès. D'accord, ça doit vous inspirer le théorème de Thalès. Donc, on vous donne cette configuration de deux triangles. Vous repérez tout de suite que vous avez deux angles droits. Moi, j'aime bien marquer mes angles droits en rouge parce que c'est important. On vous donne des indications sur l'alignement des points. Là aussi, ça doit vous faire penser à Thalès. On vous rappelle bien que les triangles sont rectangles. On vous donne des longueurs et un angle. D'accord? Vous avez déjà des données marquées sur la figure. Si ce n'est pas marqué sur votre figure, n'hésitez pas à prendre une minute et à rapporter les données sur la figure pour que ce soit visuel et pour gagner du temps le jour de l'épreuve. Alors, on vous propose de calculer la longueur AB. Donc, regardez un petit peu la longueur AB. Tout de suite, ça doit vous faire penser à quelque chose, hein. On a un triangle rectangle, on connaît deux longueurs, on cherche la troisième. Tout de suite, on reconnaît qu'on va appliquer le théorème de Pythagore. Alors, moi, je fais une rédaction rapide, évidemment, le jour du brevet, vous expliquez, je rédige, je me mets dans le triangle ABC. On a un triangle ABC qui est rectangle en B. On peut appliquer le théorème de Pythagore. Les théorèmes de Pythagore, c'est un théorème à connaître par cœur, évidemment. On a AC carré qui est égal à AB carré plus BC carré. Attention, le côté qui nous intéresse, ce n'est pas l'hypoténuse, donc on doit travailler sur cette équation. On a donc AB carré qui est égal à AC carré moins BC carré. On remplace par les valeurs qu'on connaît. On a donc racine de 50 au carré moins 30 au carré. Rappelez-vous que pour cette partie, vous aurez accès à votre calculatrice. D'accord? Et donc, on obtient racine de 3400. Vous pouvez en donner une valeur approchée si vous le souhaitez, mais n'oubliez pas de donner une valeur exacte et surtout, n'oubliez pas l'unité. Je ne parle pas de chaussures, je ne parle pas de montre, je suis en mètres. Très important. Ne confondez pas mètres et centimètres. Ça va? J'ai pas la main sur le chat, Coralie, là. J'imagine que en Il y a cas de une question. question que je t'ai mise Ah, dans le chat de Céleste qui te dit je n'ai pas compris pourquoi D de la question 3 ne marche pas. tu n'as pas compris pourquoi D de la question 3 ne marche pas. Alors, je fais une petite pause. Je reviens en arrière. Mhm.
Alors, le D de la question 3 ne marche pas parce que c'est une autre identité remarquable. Si tu prends ton D et que tu le développes, tu as un 2x moins 1 au carré. Et si tu développes, tu as un 4x au carré moins 1. Mais attention, tu as également le double produit. C'est moins 2x. Donc, je pense que tu as oublié le double produit qui ne répond pas à notre consigne. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Et je continue un petit peu sur la géométrie. La deuxième question, c'est une question très facile. On utilise simplement une propriété. Regardez un petit peu, on a la droite DE qui est perpendiculaire à la droite EB. Et on a aussi la droite EB qui est perpendiculaire à la droite BC. Lorsque deux droites sont parallèles, toutes perpendiculaires à l'une et perpendiculaires à l'autre, ces deux droites étant perpendiculaires à une même droite EB, on a donc DE qui est parallèle à BC. Normalement, vous devez sentir qu'on est en train tout doucement de vous orienter vers Thalès, hein. Vous avez une configuration avec deux triangles. On vient de vous faire démontrer que les droites sont parallèles. Et effectivement, maintenant, on va vous demander quelle est la longueur de DE. Alors, la longueur de DE que je recherche, c'est celle-ci. Donc, regardez, on est dans une configuration de Thalès. On connaît une longueur, deux longueurs et la troisième. Donc, on se place dans la configuration DAC et BAE. On n'oublie pas de préciser que les points sont alignés et que les droites DE et BC sont parallèles et on utilise les rapports. Donc ici, on vient utiliser le théorème de Thalès avec DE qui est parallèle à BC. Et on a donc, moi j'aime bien utiliser le plus petit côté sur le grand côté toujours pour éviter la confusion dans les rapports. D'accord? Donc ici, mon plus petit côté, c'est BC. Sur le plus grand, c'est DE. Et de l'autre côté, j'ai AC. Et le plus grand côté, AD. Je remplace par les valeurs que je connais. BC, c'est 30. DE, c'est ma valeur recherchée. AC, j'ai 50. Et AD, j'ai 70. J'utilise les produits en croix. Donc, ma petite astuce, c'est je dessine mon produit en croix. D'accord? Je pars du premier terme, je multiplie par le second, je divise et j'arrive à la flèche. Donc, DE, c'est égal à 70 fois 30 divisé par 50. Rappelez-vous que pour cette partie, vous avez droit à la calculatrice et vous êtes bien à 42 mètres. Encore une fois, n'oubliez pas de préciser votre unité, de quoi on parle. Et enfin, un dernier petit point que j'ai choisi de conserver parce qu'on va faire appel à la trigonométrie. D'accord? Là aussi, triangle rectangle, ça doit vous faire penser Pythagore ou trigonométrie, cosinus, sinus, tangente. Donc cette fois, on me demande la longueur EM. Ma longueur EM. Et on me demande de démontrer qu'elle est égale à 24,2. Donc regardez un petit peu, je suis dans un triangle rectangle. Mon triangle est rectangle en E. Je connais un angle, je connais son côté adjacent, je cherche son côté opposé. Côté adjacent, côté opposé, ça doit vous faire penser à la tangente. Donc, j'ai ma tangente de 60 degrés qui est égale au côté adjacent. J'ai mon DE sur EM. Je remplace par ce que je connais et je cherche EM. Encore une fois, on peut utiliser le produit en croix. Quand j'ai rien,
Au dénominateur, c'est comme si j'avais un 1. D'accord? Comme ça, je peux toujours appliquer mon produit en croix. Donc, c'est comme si j'avais DE fois 1 divisé par tangente de 60. Je remplace par les valeurs que je connais et j'obtiens 24,2 mètres. Encore une fois, je n'oublie pas mon unité surtout. Voilà, dans un exercice de géométrie, on a eu un grand panorama. On a vu du Pythagore, on a vu du Thalès et on a vu un petit peu de trigonométrie. Donc là, on a fait un grand aperçu de ce que vous pouvez obtenir en géométrie. Je continue, à moins que tu aies des questions en cours, Coralie. Sinon, j'attaque un petit peu de probabilité. Pas de questions en cours. Voilà, on déborde un tout petit peu sur l'heure vu qu'on a eu un petit souci technique tout à l'heure. Mais non, il n'y a pas de questions dans le chat. Je suis désolée. Pardon, merci pour votre Oh, ça, patience. c'est pas grave. Alors, une petite histoire de probabilité. D'accord? Alors, les probabilités, très important, c'est probablement la partie des mathématiques avec les problèmes qui se rapproche le plus du français. Fondamentale, la lecture. Prenez le temps de lire le problème pour pouvoir bien comprendre les données et vous les représenter. D'accord? Pour faire écouter de la musique à son enfant, Aurélie a sélectionné 22 chansons, 9 chants de Noël, 6 comptines et des berceuses. Le temps d'écoute total des chansons de sa liste est de 55 minutes. On voudrait connaître le nombre de berceuses. Donc là, très facile. Je sais que mes 9 chants de Noël plus mes 6 comptines plus le nombre X de berceuses que je cherche, c'est égal à 22 chansons au total. Je peux donc en extraire le nombre de berceuses, 22 moins 9 moins 6, et j'ai donc 7 berceuses. Je vous donne des stratégies de résolution. Évidemment, s'il vous plaît, une phrase de réponse. D'accord? J'insiste pas trop dessus parce que Coralie a bien insisté sur l'importance de rédiger vos réponses en mathématiques aussi. D'accord? Je peux présenter mon calcul comme je viens de le faire, mais attention, je n'oublie surtout pas de faire une jolie phrase qui répond à la question. Et pour être sûr de limiter les erreurs d'orthographe, merci de reprendre les mots de la question. Ensuite, calculer la durée moyenne d'une chanson de cette liste. La durée moyenne, c'est la durée totale, 55 minutes, que je divise par le nombre de chansons. Donc, j'arrive à peu près à 2,5. Attention, je parle de minutes. 2,5 minutes, ce n'est pas possible, on vous précise bien de convertir en minutes et en secondes. Donc, j'ai 2 minutes et 30 secondes. Une minute étant formée de 60 secondes. Ça va? On va attaquer la partie vraiment proprement dite des probabilités. Je vous fais un petit rappel des données. On a 22 chansons, 9 chants de Noël, 6 comptines et 7 berceuses. Et la partie probabilité arrive puisqu'on vous dit qu'on écoute une chanson au hasard. Aurélie écoute une chanson, elle utilise la fonction aléatoire. Ça veut dire qu'une chanson est jouée au hasard sur son lecteur. On voudrait la probabilité que la chanson écoutée soit une consigne. Et on voudrait une comptine, pardon, et démontrer qu'elle est égale à 3/11. Pour toute probabilité, la probabilité s'écrit avec un P comme probabilité et c'est le nombre d'issues favorables. Je vous donne la formule parce qu'elle fonctionne toujours. C'est le nombre d'issues favorables sur le nombre d'issues possibles. Ça, ça fonctionne pour toutes les questions de probabilité. Donc, pour celles qui nous intéressent, le nombre d'issues favorables, c'est le nombre de comptines. Des comptines, on sait qu'on en a 6. Le nombre d'issues possibles, ce sont les 22 chansons. 6 sur 22, c'est bien 3/11. Voici notre probabilité. La probabilité que la chanson écoutée ne soit pas une berceuse, eh bien, c'est toujours pareil. Le nombre d'issues favorables,
Donc, ça peut être soit un chant de Noël, soit une berceuse. C'est donc 9 plus 7. Toutes les issues possibles, c'est toujours 22. Je suis à 16 sur 11. Je n'oublie pas de simplifier ma fraction. 8 sur 11. D'accord? Là encore, je fais une phrase de réponse. Et le petit dernier pour la route. Les chansons sont numérotées de 1 à 22. On considère l'événement, le numéro de la chanson écoutée est un nombre premier. Et on cherche encore la probabilité de cet événement. Alors, les nombres premiers compris entre 1 et 22 sont le 2, le 3, le 5, le 7, le 11, le 13, le 17 et le 19. Donc, le nombre d'issues favorables, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, ma probabilité, c'est 8 issues favorables sur, j'ai toujours 22 chansons. D'accord? Donc, c'est 4 sur 11. 4 sur 11, c'est environ 0,363. C'est bien plus grand que un tiers, puisque un tiers, c'est 0,333. Voilà. L'exercice de probabilité est plus court. En général, les exercices de probabilité sont plus courts que ceux de géométrie. Rappelez-vous, hein, l'essentiel, c'est cette formule. Les issues favorables sur les issues possibles. Ça fonctionne que vous ayez des pièces, que vous ayez des boules, que vous ayez des dés. D'accord? Dans tous les contextes de probabilité, le nombre d'issues favorables sur le nombre d'issues possibles. J'en profite pour vous dire que vous en ferez aussi au lycée et que ça fonctionnera encore et toujours en seconde. Alors, je ne sais pas si j'ai des questions spécifiques sur... Alors, en Non, fait, ouais, les messages me sont adressés à moi. Alors attends, je te les renvoie. ouais. Comment on passe de 22 à 11? Question B. Alors, pour la question B, on peut passer de 22 à 11 en simplifiant. Et d'ailleurs, je suis allée un petit peu vite ici. J'avais un 22. C'est sans doute là. J'ai simplifié trop vite. Donc, peut-être est-ce ça. Sinon, tout simplement, ici, c'est comme si j'avais mon... Je fais un petit 16 sur 22. C'est comme si j'avais 8 fois 2 sur 11 fois 2. Et je peux simplifier en haut et en bas par le même nombre. Je fais un petit aparté ici que je vais séparer en rouge. D'autres questions sur les probabilités ou autres d'ailleurs? J'ai lu pour l'exercice 3B, est-ce que c'est peut-être la même? Je ne sais pas. Pour l'exercice 3B, la probabilité n'est-elle pas de 9 plus 6 sur 22? Non, parce que on veut que ce ne soit pas une berceuse. Donc c'est une comptine. J'ai pas Encore? d'autres questions. Non, écoute, j'ai pas d'autres questions. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de partager Ouais, mon pour écran qu'on pour qu'on revienne sur. récupère un petit peu Voilà. d'espace. Voilà. Alors, Chloé me dit qu'elle n'a pas compris la réponse. Si peut-être tu peux lui réexpliquer. Elle dit, il faut dire la probabilité. Alors, car il faut dire la probabilité que ça ne soit pas une berceuse, donc il Oui. faut dire la probabilité des deux autres. Chant de Noël 9 et comptine 6. Alors, chant de Noël 9 et comptine 6. Non, les comptines, elles sont... Alors, il faudrait que je te répondrai On aura fini lorsque peut-être une j'enverrai, dernière. non, Ouais. lorsque j'enverrai le diaporama en complet, hein. De toute façon, Chloé et tous les autres, hein, si tu cliques sur le lien élève, d'accord, et que tu t'inscris sur le groupe, je vais envoyer ensuite en document PDF l'intégralité des diapositives que vous avez vues. Éventuellement, je rajouterai quelques petits post-it, quelques détails de rédaction, parce que là, on a déjà débordé sur les temps. Donc, évidemment, c'est un exercice résumé et très peu rédigé. D'accord? Il faut évidemment rédiger davantage vos réponses.
C'est pour ça que c'est bien de rejoindre nos différents groupes. Je ne sais pas si vous avez vu dans le chat là les élèves, je vous ai mis le groupe WhatsApp des parents, s'il y a des parents parmi nous, et le groupe WhatsApp des élèves. C'est sans engagement, hein. Ça ne veut pas dire que quand vous êtes dans le groupe, il y a quelque chose à payer, hein. Pas du tout, du tout. On vous y met justement voilà des ressources, des capsules vidéo, des fiches. On répond à vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas à aller dans ce groupe. En français, moi j'ai mis les liens pour nous retrouver. Mm, mm. Pour aussi nous retrouver, on a nos sites internet, hein. Je vous remets dans le Oui, chat, mathsavecmarie.com, c'est ça Marie? ouais, Ouais, et tout moi, attaché. lescoursdecoralie.com, tout attaché aussi. Là, vous avez nos coordonnées si vous voulez nous joindre. Voilà, on est là. Voilà, bah écoute, j'ai pas l'impression qu'on ait d'autres questions. Non, je suis en train de regarder. Oui, Est-ce que tu tout as autre chose, Marie, est à là. rajouter? Moi, j'ai plus rien à dire en tout cas. Non, alors un petit détail que j'ai pas dit, alors bon, toi tu l'as un petit peu spécifié, mais c'est vrai que l'épreuve de mathématiques, encore plus que celle de français, c'est vraiment d'aller à la chasse au point. Donc, ma première recommandation, une fois que vous avez fini les automatismes, c'est 20 minutes sans calculatrice et vous devez rendre cette partie. Gardez un tout petit temps pour relire, parce qu'au bout de 18, 19 minutes, gardez 1, 2 minutes pour relire parce qu'ensuite la copie, vous la donnez, vous n'y avez plus accès. Dans la deuxième partie, quand vous commencez les exercices, vous prenez 2 minutes pour regarder tous les exercices en diagonale. Surtout, vous commencez par ce qui vous inspire le plus. Pour ce que vous savez faire, c'est important de commencer par un exercice qui va vous mettre en confiance, où vous savez que vous allez gagner des points. D'accord? Donc, vous commencez par ce qui vous inspire. Si dans un exercice, il y a une question à laquelle vous ne savez pas répondre, n'hésitez pas à laisser blanc pour revenir à la fin du temps imparti. Et surtout, numérotez vos pages. Très important pour vous, pour le correcteur. D'accord? Pour ne pas être en panique au moment où vous voulez relire, remplir un trou parce que vous avez compris une question, vous voulez y répondre, numérotez vos pages dès le début. D'accord? À chaque fois que j'entame une nouvelle page, je lui mets un petit chiffre. Parce que le jour J, parfois, on peut être un petit peu pris dans l'épreuve, etc. Donc, plus vous vous facilitez la tâche, plus vous avez des bons réflexes et plus c'est facile pour vous. On numérote aussi en français, hein, Coralie. Tout à fait. Hein? Et voilà. Et puis, évidemment, le jour de l'épreuve, arriver avec un petit temps pour être à l'heure. On pense bien à son document d'identité. Je pense aux quelques Espagnols qui se connectent. Il fait chaud, très chaud. Prenez à boire. Prévoyez que vous aurez chaud, surtout pour les épreuves d'après-midi. Donc, voilà. Et puis, n'hésitez Et pas. puis, il n'y a plus qu'un, Et voilà. comme on dit. J'allais dire, hein. Voilà les élèves. Et Bon. puis, bah, c'est votre premier grand rendez-vous avec un examen national, un examen qui compte. Vous allez tous plancher sur un sujet que vous partagez avec plein d'autres enfants dans le monde entier. Notre live aujourd'hui en est la preuve. Donc, voilà, c'est un petit orteil posé dans la vie de grand. Exactement. Et puis c'est une porte ouverte sur le lycée parce que toutes les notions qu'on vous apprend en maths et en français vous serviront pour le bac de français et de mathématiques. Et pas que les notions, mais également la méthode. Mm, Et le mm, fait aussi d'être devant un examen, de gérer le stress, de gérer son temps. En mm. fait, c'est une porte ouverte vers le lycée, le brevet. Voilà, c'est comme ça que vous devez le voir aussi. Ça vous servira pour l'an prochain. Voilà, bah, je suis tout à fait d'accord avec Voilà. Coralie. Je profite de ce petit moment pour vous remercier d'avoir pris le temps de vous connecter et d'échanger avec nous. On est ravis d'avoir partagé ce moment avec vous, d'avoir donné quelques conseils. Encore quelques excuses pour notre petit couac technique, mais qu'on a finalement pas trop mal récupéré, Voilà. sans avoir perdu de monde en route. Donc, j'en suis ravie et ben, au plaisir de vous retrouver. Voilà, pareil, voilà, merci à tous d'être venus. Et si vous avez la moindre question, vous savez où nous trouver, nos sites internet, les réseaux sociaux. Alors nous, on est sur Facebook avec Marie, parce qu'on est d'un autre temps, d'une autre époque, d'une autre génération. Sinon, il y a nos coordonnées, les groupes WhatsApp, nos sites internet. Voilà, vous savez où nous trouver. Pour la moindre question pour le brevet ou pour plus tard, le lycée, la seconde, vous savez où nous trouver.
Voilà tout le monde. On va arrêter le replay aussi. On vous le laissera à disposition dans les groupes WhatsApp dès qu'il aura chargé. Et voilà, on vous souhaite bon courage, bonne chance pour le brevet. Passez un bel été, de belles vacances aussi, parce que ça fait partie du jeu, hein, après le brevet, les vacances. Et à bientôt peut-être. À bientôt. Voilà, au Merci. revoir tout le monde. Au Au revoir, au revoir. revoir.